Ceux qui considèrent que la politique c'est de l'annonce et pas du travail, comme on dit chez moi, ils veulent pas un coup de cidre. J'ai vécu en Égypte, j'ai mon enfant aîné qui est malade, je vais chez le pédiatre dit il faut lui donner des antibiotiques. La nounou me dit il suffit d'aller au supermarché. Je lui dis mais ils vendent pas d'antibiotiques là-bas. Et elle me répond non mais votre fille a besoin de poulet. Moi je suis un anti-poulet brésilien primaire. Un poulet brésilien, mais ça a une valeur nutritive dégueulasse par rapport à un poulet français. J'ai toujours essayé de mettre en avant la complexité du vivant. Le monde agroalimentaire, dans sa globalité, déteste ces discours simplistes. Parce que tous ceux qui ont des discours simplistes, venaient prendre, ne serait-ce qu'une journée, la tête d'une exploitation agricole, et on en reparle. Incorporer la complexité du vivant dans les débats politiques, je peux vous dire, j'ai payé pour voir, c'est hyper difficile. Mais j'ai jamais succombé à la facilité de ne pas le faire, au contraire. Mais je veux bien manger, mais je suis frustré de ne pas en manger. Ils sont très bons. Bravo à la maison Marc. Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, ingénieur agronome, et je suis dans Confession Cornichon. Bonjour Julien, bienvenue dans le Confession Cornichon. Donc Confession Cornichon, c'est une émission où on met en avant les gens qui impactent le monde agricole. Apparemment, tu as eu un petit passage au ministère qui fait que forcément tu impactes le monde agricole. Donc c'est une émission qu'on fait. Alors pourquoi cornichon ? Parce qu'en fait c'est un peu un symbole, 98% des cornichons sont importés. On se dit qu'on peut le produire en France comme plein d'autres produits. Donc voilà, c'est un peu un petit symbole. Et puis aussi pour des interviews un peu croquantes et piquantes. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, mais c'est cool qu'on ait réussi à trouver un créneau et qu'on puisse échanger. On va directement rentrer en vif du sujet. Donc Julien, tu as été ministre de l'Agriculture, diplômé d'AgroParisTech. Alors on verra si c'est grâce à ça que tu es très apprécié du monde agricole. Tu as été aussi ministre de la Ville et du Logement. Tu as écrit un livre qui s'appelle Nourrir sans dévaster avec Eric Orsena. Et d'ailleurs, on en fera la promo parce qu'il ressort en édition Pocket. Exactement. Le 20 février, c'est ça ? C'est ça, exactement. Mi-février, juste avant le salon de l'agriculture, sous le format folio. Voilà, donc un cadeau à offrir pour ceux qui le souhaitent. Et puis aujourd'hui, tu bosses dans l'univers des crédits carbone, en conseil ou dans des financements à impact aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Pour aider les entreprises à réduire leurs émissions. Ouais. On dit souvent, alors on rentre dans le vif du sujet, on dit souvent que tu as été le chouchou des agriculteurs. Pourquoi ? Déjà, ça me touche. Moi, je crois que le monde agricole, c'est un monde de besogneux où on travaille beaucoup. C'est probablement un des éléments qui m'a caractérisé. Je crois qu'on a, même si le passage au ministère a été, entre guillemets, assez court, c'était 2 ans, je pense que pendant 2 ans, on n'a pas arrêté, on a ouvert beaucoup de sujets. Donc il y a ce volet-là, et après il y a un deuxième volet qui, à mes yeux, est extrêmement important, c'était peut-être aussi cette méthode de travail, c'est-à-dire on ouvrait les dossiers, on traitait les dossiers. Et une fois qu'ils étaient traités, on fermait le dossier. Ouvrir, traiter, clore. Ceux qui m'ont suivi sont pas étonnés parce que je le disais je l'avais dit à tout le monde, voilà comment on va faire pour travailler. Et je crois que le monde agricole, et comme d'autres mondes économiques d'ailleurs, ils en peuvent plus d'avoir des sujets qui sont ouverts, un peu traités, et puis après qui sont laissés sur la table. Et ça, moi je pense que c'est tragique parce que peut-être encore plus dans le monde agricole que dans d'autres secteurs économiques, il y a une histoire de confiance. On peut ne pas être d'accord, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec mes orientations, et c'est normal, c'est le jeu dans la démocratie. Moi j'ai des convictions, j'ai essayé de les porter, etc. Mais le pire, c'est de pas traiter les sujets, de pas les clore. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a fait des trucs bien, des trucs moins bien, des choses sur lesquelles les personnes étaient totalement, beaucoup étaient totalement en adhésion, d'autres sur lesquelles il y avait plus d'interrogations. Mais au moins c'était clair, et puis on a avancé ainsi. Et c'est comme ça qu'on crée la confiance, parce que on se serre la main, comme on dit, et puis on avance. Mais alors, je pense que effectivement ça doit être une bonne explication, mais ça me fait penser quand même où on voit encore des images de toi où quand tu étais à l'Assemblée, que tu te défendais des sujets, que
tu donnais l'impression au moins de connaître les sujets et moi je pense que les agriculteurs souvent ressentaient un sentiment de dire on a enfin un ministre qui nous défend, qui nous comprend et qui défend nos intérêts auprès des autres politiques ou autres. Et ça j'ai l'impression que ça se nourrit. Alors, est-ce que c'est le passage quand même à l'agro-ParisTech en disant il est quand même un peu de notre formation Oui, mais enfin, mais tu vois, je te l'ai même pas dit comme raison, parce que pour moi, c'est une évidence. Moi, je suis un amoureux du vivant, un amoureux de nos territoires et un amoureux de notre agriculture, même de nos agricultures. Je l'ai dans le sang. Je veux dire, j'ai pas un parcours d'agriculteur. Mes parents directement n'étaient pas agriculteurs, même si je suis d'une famille un peu dans le rural quand même. Exactement, j'ai une famille. Forêt, non, mais j'ai une famille où j'ai une grande partie de ma famille qui est agricultrice, une autre partie qui est forestière, d'autres qui font des fleurs. Enfin, je veux dire, on couvre beaucoup des sujets, voilà, dans plein de territoires différents. Et donc moi, j'ai cet amour chevillé au corps. Et quand j'ai 16 ans et que je me dis qu'est-ce que je vais faire plus tard, je me dis je vais travailler dans la forêt. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui, à cet âge-là et à cette époque, se disent je veux travailler dans le vivant et en l'occurrence dans la forêt. Dans la forêt. Donc voilà, moi j'ai cet amour et donc j'ai peut-être un peu du même sang qui coule dans mes veines que celui de beaucoup de nos agriculteurs, de ceux qui travaillent le vivant. Et donc il y avait forcément une compréhension, il y a forcément un langage pareil, il y a forcément des évidences qu'on partage, il y a forcément des horripilations qu'on partage quand... voilà, il y a probablement un point qui pour moi est essentiel, c'est le vivant, c'est hyper complexe, c'est hyper compliqué, c'est jamais binaire, rien n'est simple, rien n'est blanc ou noir. Et donc, voilà, j'ai toujours essayé de mettre en avant la complexité du vivant. Et les agriculteurs, enfin le monde agroalimentaire, dans sa globalité, ils détestent ces discours simplistes parce que tous ceux qui ont des discours simplistes venaient prendre ne serait-ce qu'une journée la tête d'une exploitation agricole et on en reparle. Voilà. C'est ça. Mais incorporer la complexité du vivant dans les débats politiques, je peux vous dire, j'ai payé pour voir, c'est hyper difficile. Mais j'ai jamais succombé à la facilité de ne pas le faire, au contraire, sur des sujets parfois complexes. Est-ce qu'il y a justement des rencontres d'agriculteurs qui t'ont marqué, qui t'ont peut-être nourri d'ailleurs dans le parcours pour aller défendre des sujets ou porter des sujets? Est-ce qu'il y a un souvenir de telle ou telle exploitation, telle ou telle situation? Il y en a plein, mais vraiment plein, parce que j'étais quand même beaucoup sur le terrain et donc je me suis énormément nourri d'idées, de recommandations, d'engueulades. J'en ai eu beaucoup et c'est comme ça qu'on progresse. C'est cordial les engueulades en agriculture? Non, pas forcément. Non. Enfin, je veux dire, ils peuvent gueuler puis se dire respecte. Non mais il y avait toujours un respect mutuel, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais parfois il y avait et c'est normal parce que quand vous êtes en désaccord vous l'exprimez, mais aussi parce que on a vécu des grands moments de désarroi. Je me souviens de cet épisode de gel tardif en avril 2021. Je suis allé le lendemain sur des exploitations où tout a été détruit. Et que fait l'État? Et quelle est votre responsabilité passée et la responsabilité future? Et puis il faut jamais se cacher. Enfin, je veux dire, il faut y aller, il faut discuter, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis vous êtes toujours redevable de vos actions. Le pire, pareil, parce que mes confrères, ce que je disais, ouvrir, traiter, clore. Le pire, c'est vous avez une catastrophe. Le lendemain matin, vous allez sur une chaîne de radio, vous annoncez une enveloppe financière, et puis vous passez à autre chose. En fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est... Ce qui est souvent quand même un peu le cas, quoi. D'ailleurs, même dans la politique au sens large, un problème, on a trouvé des euros. Ouais, alors, qui était peut-être déjà prévu en plus quelque part. Alors, il y a plusieurs choses. En tout état de cause, quand c'est fait à dessein, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, ceux qui considèrent que la politique c'est de l'annonce et pas du travail, comme on dit chez moi, ils veulent pas un coup de cidre. Et vraiment pas un coup de cidre. Et donc, quand vous annoncez la mise en place d'une aide, par exemple sur le gel tardif,
la première des préoccupations, après avoir convaincu tous les ministères qu'il fallait mettre de l'argent, etc., c'est de vous dire comment les aides, elles sont efficaces, elles peuvent être déboursées, elles arrivent dans les cours de ferme. Bon. Après, il y a un autre point, mais qui dépasse largement le monde agricole, mais qui est plutôt en politique. En fait, très souvent, sauf probablement à Confession Cornichon, pour être invité à une émission, il faut que vous ayez une annonce. Ah oui. Et en fait... oui, sinon c'est pas très intéressant de faire parler. Quoi, exactement. Mais sauf qu'en fait, c'est assez délétère comme système. Parce qu'il se passe quoi ? Il se passe ce que tu viens de dire. Tu as le sentiment que tous les politiques, à chaque fois qu'ils prennent le micro, c'est pour faire une annonce. Ou commenter un fait qui est arrivé. Quoi. Mais être invité simplement pour dire et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, vous avez annoncé X millions d'euros pour faire face au gel tardif. Qu'est-ce que vous avez fait ? Là, il n'y a plus d'invitation pour le faire. Et donc, vous pouvez avoir ce sentiment. Mais ça dépasse largement le sujet agricole. Hein. C'est probablement un problème dans la relation entre politique et médias, mais qui, à mes yeux, est un vrai sujet parce que le rôle du politique, c'est d'abord d'être redevable des engagements qu'il a pris. Je le pense sincèrement. Et pour revenir à ton premier point, donc, j'ai eu plein de rencontres dans la joie ou dans la difficulté. Et des difficultés, on en a connu. Hein. Évidemment, la crise de la Covid, évidemment, les crises environnementales, comme le gel, comme les sécheresses, comme les inondations, et des crises sanitaires. Je veux dire, la grippe aviaire qui arrive, vient se percuter complètement en plus avec la crise de la Covid, et quand vous décidez, parce que c'est le ministre qui décide, de mettre en place les plans d'abattage mais de millions de différentes productions dans différents départements, parce que tout s'est généralisé avec un désarroi total des éleveurs, vous savez pourquoi vous le faites, et vous avez un rôle qui dépasse largement simplement la gestion sanitaire, un rôle d'accompagnement. Et parfois avec des décisions compliquées, hein, on parle souvent du vaccin aujourd'hui sur la grippe aviaire. Professionnel pourrait me dire, à l'époque, j'ai toujours poussé pour le vaccin. Mais à l'époque, on n'était pas beaucoup à pousser pour le vaccin. Pourquoi ils n'étaient pas contre le vaccin ou pas emballés Parce que tu as un sujet économique qui est de dire, pour les statuts d'exportation... Ah, c'était pour l'export, ouais. Exactement, pour les statuts d'exportation, en fait, les pays d'achat considèrent que s'ils importent, alors qu'en plus, ils n'importent pas des animaux vivants, hein, ils importent la viande, mais même issus d'animaux sains mais vaccinés, donc potentiellement porteurs d'eux, ils refusent l'importation. Et donc, il y avait collégialement un consensus en disant jamais on ne passerait au vaccin. Mais même dans la profession, de manière assez généralisée, et même au sein du ministère. Et je me souviens de discussions assez fortes avec, y compris les vétos de mon ministère. Et moi, je disais, mais très bien, peut-être qu'on aura du mal à exporter, mais si on ne passe pas au vaccin, on n'arrivera tout simplement plus à produire. Parce que la boussole, qui a quand même très souvent été la mienne, c'est-à-dire l'installation, les jeunes agris, et comment faire pour convaincre le renouvellement des générations. Je disais à tout le monde, comment vous allez convaincre quiconque de venir s'installer, au-delà même de ne pas jeter l'éponge, hein, mais qui plus est de venir s'installer quand vous savez que chaque année, vous avez ce virus de l'influenza aviaire qui se balade partout. Et donc, je ne voyais pas d'autre solution que le vaccin. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis hyper satisfait de voir que le vaccin se déploie à fond. Je ne dis pas du tout ça pour féliciter l'action qui a été la mienne sur cet exemple. J'en parlais parce que avant de faire tout ce chemin-là, c'est d'abord des heures et des heures de discussion avec des éleveurs qui faut les convaincre. Mais non, qui n'en pouvaient plus, qui venaient de tout perdre. Et avec d'autres, que ce soit des chambres, des syndicats, des interpros, qui faisaient l'objet d'un courage incroyable parce qu'ils tenaient à la fois la filière, mais en plus accompagner dans le désarroi de celles et ceux qui étaient touchés. Est-ce qu'il y a, alors évidemment, tu vas me dire que c'est pas possible, est-ce qu'il y a, parce qu'il y en a plein, est-ce qu'il y a des mesures sur lesquelles justement tu es le plus fier durant ton mandat ? Là, on vient d'en parler. Non, mais il y a plein de trucs qui me tiennent hyper à cœur. Je veux dire, entre
ce qu'on a fait avec la loi Egalim 2 qui est décriée aujourd'hui en se disant ça va pas assez loin, mais enfin personne ne remet en cause l'intérêt de la loi Egalim 2 et plein des objectifs qu'on s'était fixés aujourd'hui sont des acquis, il faut aller encore plus loin, taper au maximum cette fameuse loi LME pour ceux qui le connaissent, mais on voit à quel point, j'entends personne dire il faut abroger Egalim 2, bien au contraire. On a fait des avancées sur l'accompagnement avec France 2030, avec le plan de relance où on a investi massivement dans ce que j'ai appelé la troisième révolution agricole, intensive en savoir, en vivant, en ouvrant des dossiers compliqués comme celui des NBT, où on allait se battre au niveau bruxellois et on a tenu bon. On a fait la réforme de la PAC, alors certains disent les éco-régimes c'est compliqué, c'est chiant, etc. Enfin, il y a plein de pays européens aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir fait le choix qu'on avait fait de nous, que la France avait inventé d'ailleurs. Les Allemands, ils ont des dispositifs où ça n'est que fondé sur les MAEC. Pour ceux qui pratiquent la MAEC, ils connaissent la complexité de la chose. Exactement, quand c'est généralisé partout. On a ouvert un dossier qui me tenait énormément à cœur, qui est l'assurance récolte. On a fait des plans de filière dans plein de domaines différents et on s'est battu face aux catastrophes auxquelles on a été confronté. Mais peut-être pour moi, le point le plus important, c'est plus une question de méthode qu'une question de fond. C'est qu'on a toujours essayé... Le ministère de l'Agriculture, on dit que c'est... pardon, j'ai oublié un point hyper essentiel, mais essentiel avant toute autre chose, qui est l'enseignement agricole. Mais quelle fierté de piloter l'enseignement agricole. Je veux dire, c'est un trésor. Et c'est un trésor, je suis biaisé, parce que j'en ai été le chef de l'administration de l'enseignement agricole, mais je parlais de l'Europe tout à l'heure. C'est hallucinant le nombre de ministres européens qui venaient me voir en me disant « mais vous avez une chance de dingue ». D'ailleurs, c'est le seul secteur en fait que l'enseignement est raccroché au ministère et pas à l'enseignement. Exactement, c'est le seul, ça a des résultats incroyables, c'est un enseignement et on s'est battu à fond pour le faire connaître. Parfois avec des méthodes marrantes et qu'on fait les rencontres dont tu parlais. Je me souviens, moi j'avais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on avait lancé une grande campagne, les entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Et on l'avait lancé sur les grandes chaînes de diffusion, etc. En fait, le problème, c'est qu'on ne touchait pas les jeunes. Donc, c'était compliqué de toucher les jeunes. Et je me souviens très bien d'un déplacement que je fais dans la Marne, autour de la Luzerne. Et on discute à la fin du déplacement, etc. Et là, il y a un jeune agri, très jeune, et à qui je lui dis, mais voilà, je cherche des voies et moyens pour toucher les jeunes en leur disant, mais voilà, je veux juste vous parler de l'enseignement agricole. Et il m'a dit, je crois que j'ai la solution. Ah bon, très bien. Ouais, il faut que vous organisiez une compétition de farming simulator. Je suis rentré au ministère, j'ai réuni toutes les équipes du ministère de communication. J'aurais dit, on va faire un truc de dingue, on va organiser une compétition de farming simulator. Je te laisse imaginer le... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu viens avec ton idée là ? Voilà. Et en fait, on l'a fait. Et on avait des équipes de pros de gaming, des équipes issues de l'enseignement agricole. Et à la fin, on a fait sur Twitch la finale, en live. 600 000 vues. Presque aussi bien que l'émission que tu animes aujourd'hui. Et donc, c'était un truc de dingue, quoi. Tu vois, ça a été Et ça, typiquement, cette idée, elle venait pas du tout de moi. Elle venait d'un jeune agri auprès de qui je m'ouvrais de la difficulté de toucher les plus jeunes. Alors, je veux pas faire mon boomer, mais moi, je connaissais pas Farming Simulator et c'était trop bien. Ouais. Donc voilà, donc il y a plein de sujets sur lesquels c'était vraiment des combats pour moi. Mais pour revenir à ton point sur la méthode, le truc le plus important, ça a toujours été dissocier le court terme du long terme. Le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère des crises. T'en as tout le temps. Des épisodes, des sujets sanitaires, des sujets climatiques. Donc t'en as tout le temps. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est que si tu passes ta vie à gérer que ça, ben, tu as un soutien qui est nécessaire, mais tu rates un truc immense qui est, dans ces difficultés, réussir à accompagner le monde agricole sur la durée.
Et ça, c'est si tu n'arrives pas à gérer ces deux temporalités de manière différente, bah tu rates probablement le plus important. Mais c'est comme tout dans la vie. Hein. Quand tu vas voir un agriculteur qui vient de se taper un gel, une épizootie, et tu lui dis on va t'aider, mais en fait, pas que parce qu'on va te donner un chèque, une aide financière, parce qu'on va se dire comment on fait pour envisager le temps long en ce moment alors que tu as le genou à terre et que tu n'en peux plus, c'est vachement plus dur. Et pour autant, c'est ça il ne peut y avoir que ça comme bonne politique. Et ça, nous, on avait organisé le ministère ainsi. Je pense que c'est probablement, cette gestion du temps est probablement pour moi l'élément le plus important. C'est resté après toi, ça ? Je sais pas, c'est pas à moi non, mais c'est pas à moi dans ce sujet. Et puis c'est toujours compliqué, tu vois. Je veux pas jeter la pierre sur les uns ou sur les autres. Enfin, ce qui est sûr de manière globale, c'est que la politique, on sombre. C'était déjà le cas avant, mais alors aujourd'hui, on sombre dans la gestion de l'instantanéité, du court terme. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le populisme. Hein. Quand tu n'es guidé que par l'opinion et pas par le fond, bah, tu fais du temps très très court et pas du temps long. Et ce qui colle pas du tout avec le rythme agricole, qui en plus a un rythme lent par sa nature en fait. Exactement. Et quand tu as beaucoup de bien-pensants qui disent il suffit que la science trouve tel substitut pour tel produit, etc., en fait, dans le monde agricole, on a 42 essais, quoi. Un agriculteur, il fait 42 essais au champ. En vrai, il en fait plus, mais voilà. Et donc, tu as cette gestion du temps. Et pour moi, probablement le point qui m'a le plus tenu à cœur, parce que j'en avais conscience, j'avais cette sensibilité-là, c'est tout au long de mon passage, avec mes équipes, on a toujours dissocié ces deux temporalités, penser le long terme en gérant le court terme. Ça peut paraître facile comme ça à dire. En vrai, c'est hyper dur quand tu te prends la pression politique, etc., économique, etc., au même moment. Et voilà. Et ça, moi, je pense que c'est hyper important. Alors, dans l'émission, on a des agriculteurs qui ont posé des questions. Donc, j'ai quelques vidéos à te présenter. Alors, chérie. Oui, chérie. T'as été contacté par JB Agri. Par JB Agri, il veut que je pose une question à Julien de Normandie. C'est qui, Julien de Normandie ? C'est l'ancien ministre de l'Agriculture. Ah. Alors, monsieur de Normandie, je suis Connor l'agriculteur, TikToker à temps perdu, mais avant tout, je suis agriculteur. Je suis céréalier et j'ai un peu d'élevage. J'ai une question qui me tarabate, mais depuis des années. C'est pourquoi tous les décisionnaires politiques, agricoles, n'ont jamais pensé à installer des fermes d'État, des fermes témoins sur l'ensemble du territoire français, afin d'évaluer le coût de revient réel des produits alimentaires fabriqués en France, que ce soit le lait, la viande, les céréales, les volailles. Et on pourrait ainsi être rémunéré à notre prix juste et se passer de la PAC. Qu'en pensez-vous ? Alors, monsieur Connor... Non, mais la question, elle est hyper pertinente. En fait, le vrai sujet, c'est que notre alimentation a perdu toute sa valeur. Et c'est là où moi j'ai toujours dit, et d'ailleurs, qui plus est, après les derniers mouvements l'année dernière agricoles, moi j'ai toujours dit à tous ceux avec qui je suis resté en contact, et il y en a beaucoup, disant, en fait, il faut surtout externaliser la contrainte. Le problème, c'est pas le monde agricole en tant que tel. Oui, le débat qui consiste à dire les agriculteurs, ils sont contre-fous de l'environnement, tout ça, ça rend dingue les agriculteurs, parce que c'est un truc qui ne fait pas sens. Je veux dire, quand vous êtes agriculteur, ingénieur agronome, technicien agricole, que vous bossez dans l'agroalimentaire, si vous n'avez pas fait ça à un moment ou à un autre parce que vous aimez le vivant, c'est que vous n'en êtes pas un vrai. Et vous tenez pas longtemps, hein, parce que vu la dureté, vous tenez pas longtemps, donc vous aimez. Voilà. Et donc ça rend d'autant plus dingue quand on dit il y a qu'à Faucon, faites ceci, allez encore plus vite là-dessus, etc. Le vrai problème, c'est qu'un agriculteur, il a beau aimer follement l'environnement, ou un éleveur aimer follement son troupeau, à la fin des fins, il reste une mère ou un père de famille, un chef d'exploitation, et il y a des factures à payer à la fin du mois. C'est une entreprise quand même à faire tourner. C'est un chef d'entreprise. Ouais. Et l'immense difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les productions agricoles ne sont pas payées à la valeur
qu'elle prodigue. Et c'est quoi la valeur ? C'est la valeur d'abord nutritionnelle, vraiment. Moi, je pense qu'il faut insister énormément là-dessus parce qu'en fait, les citoyens, ça leur parle quand on leur dit un poulet brésilien, c'est dégueulasse parce que c'est bourré aux antibiotiques de croissance et ça impacte votre propre santé. Ça leur parle quand on leur dit. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on n'en parle pas. On dit, ouais, bon, c'est un poulet qui vient d'autre part. Bon, ouais, c'est comme un poulet que j'ai mangé, un poulet français. Exactement, mais en fait, on leur parle pas. Et en plus, il n'y a rien qui ressemble plus à un blanc de poulet qu'un autre blanc de poulet. Donc c'est compliqué. Surtout quand il est transformé. Quoi. Surtout quand il est transformé. Moi, je suis un anti-poulet brésilien primaire. C'est une histoire que j'ai souvent racontée, mais j'ai vécu en Égypte. C'est une histoire que je raconte dans le livre qu'on a écrit avec Eric Orsona, Nourrir sans dévaster. Et j'ai vécu en Égypte. Et en Égypte, j'ai mon enfant aîné qui est malade. Je vais chez le pédiatre. Le pédiatre dit il faut lui donner des antibiotiques. Bref, on cherchait une femme ainsi qui vendait ce type d'antibiotiques. Et je demande à la nounou de ma fille égyptienne où est-ce que je peux trouver cet antibiotique. Et la nounou me dit, il suffit d'aller au supermarché. Je dis, mais ils ne vendent pas d'antibiotiques là-bas. Et elle me répond, non, mais votre fille a besoin de poulet. Parce que c'était du poulet brésilien bourré aux antibiotiques de croissance. Donc je suis un anti-poulet brésilien primaire, tant et si bien d'ailleurs que quand on a écrit ce livre avec Eric Orsona, on est allé au Brésil et je suis accueilli par l'ambassadrice qui devait être contente de vous voir, mais qui me dit surtout n'allez pas dans la zone de production qui s'appelle le Mato Grosso, qui est la zone de production intense là-bas en Brésil, si vous avez tellement critiqué leur production quand vous étiez ministre, que votre sécurité ne peut pas être assurée. Et donc tout ça pour dire qu'un poulet brésilien, mais ça a une valeur nutritive dégueulasse par rapport à un poulet français. Après, vous avez la valeur environnementale, je veux dire, et des choses que parfois on a du mal à faire comprendre, y compris je me suis battu contre la commission sur la fameuse réglementation IED ou autre, parce qu'on mettait sur le même plan un élevage de vaches salaires à côté de Clermont avec 66 vaches dans le troupeau, vaches allaitantes dans le troupeau, versus un élevage à 11 000 bestiaux qui vient d'Uruguay. Et on mettait sur le même plan, comme si l'un ne protégeait pas l'environnement avec les prairies permanentes, versus l'autre ne le dégradait pas. Etc., etc. Et donc, en fait, on a aujourd'hui, dans nos sociétés, un problème de fond, c'est qu'on est fondé que sur des compétitivités coûts, uniquement. Donc, c'est le moins cher en production, et pas de compétitivité valeur, c'est-à-dire que le prix de ces cornichons, de tout, ça doit être le coût de production, mais la valeur, soit on a dégradé l'environnement, le coût doit augmenter, soit on a protégé l'environnement. Il doit en tenir compte. Exactement. Mais du coup, quand tu dis ça, est-ce que tu rames pas un peu à contre-courant, dans le sens où ça fait des années, même dans la politique agricole, où on a dit, voilà, on baisse les prix pour que les citoyens accèdent plus facilement à l'alimentation, on compensera, et finalement, tu remets par-dessus les GMS, où il y a une bagarre comme ça, on est là pour défendre un prix, et en fait, depuis des années, il y a ce logiciel de prix, et pas du tout le discours que tu tiens. Mais c'est pour ça que Egalim 2, moi, ça me tient tellement à cœur, parce que Egalim 2, mon seul objectif était de taper le plus profondément possible la fameuse loi LME, qui dit à un moment, dans cette loi de modernisation de l'économie, qui dit on va déréguler la filière agricole, agroalimentaire, au motif du pouvoir d'achat des Français. Mais c'est dingo. En fait, si je reprends mon exemple, donc, soit j'ai des cornichons qui préservent la valeur environnementale, alors ils doivent être payés à leur juste prix. Soit ils ne préservent pas, alors ils doivent être taxés, par exemple, en tout cas pénalisés. Bon. Mais le truc le plus dingue, c'est que politiquement, il y a eu un projet pendant des années qui a été de dire, en fait, au titre du pouvoir d'achat des Français, on va serrer... pardon, c'est l'expression pas belle, mais on va serrer la ceinture et des agriculteurs, et on va en fait dire que le compte de résultat des agriculteurs va financer le pouvoir d'achat des Français. C'est dingo. Et en fait, ce qu'il faut, c'est assumer deux choses. D'abord, une politique économique tournée autour de la valeur. Et ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire
Moi, je suis pour les fameuses clauses miroirs. C'est-à-dire que ce qui est fait de manière dégueulasse, comme le poulet brésilien ou du soja avec... qui a été consommé sur les forêts issu de la déforestation, avec des produits phyto qui ont été largués par avion, etc. etc. Je suis pour véritablement qu'il y ait des clauses miroirs fortes et que ça devienne compliqué. Moi, je pense qu'il faut leur interdire l'accès, mais si l'accès n'est pas interdit, leur faire exploser les droits. Et donc, il faut avoir cette politique économique avec ce volet de protection et de mettre en fait en exergue la valeur, soit positive, soit négative, mais par les valeurs et pas simplement par les coûts. Voilà. Compétitivité-valeur versus compétitivité-coût. C'est le meilleur moyen de préserver l'environnement et c'est le meilleur service qu'on peut rendre au monde agricole. Mais donc, avec le courage de la protection, ok, ça c'est le premier truc. Mais ça, c'est quoi la conséquence ? C'est que c'est inflationniste. Ouais, c'est ça, c'est pas du coup trop dans l'air du temps. Exactement. Et donc là, on dit quoi ? On dit comme c'est inflationniste, touche pas à ça. Il faut pas y toucher. Ouais. Et je me souviens très bien, en 2022, juste avant l'élection présidentielle, je disais ça, et j'avais compris des collègues du gouvernement qui venaient me voir, me disaient, tais-toi, t'es un grand malade, on est juste avant l'élection présidentielle. Et en fait, il faut faire ça d'un côté, et de l'autre côté, il faut faire des politiques sociales pour accompagner les plus fragiles d'entre nous, qui n'ont pas la capacité de payer la production à sa bonne valeur. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on crée ? On crée des alimentations à deux vitesses, et on dit quoi ? On dit certains ont le droit ont la possibilité d'avoir accès à une alimentation de bonne qualité, et les autres, on leur laisse bouffer de la merde venant du Brésil, des États-Unis ou de l'Asie du Sud. Ça ne fait pas sens. Voilà. Et pour aller dans ce sens-là, il y a toujours une question que je me suis posée, je ne sais pas si vous avez fait l'étude, mais en se disant que oui, on va avoir des prix un peu plus élevés pour encourager une agriculture qui est mieux aussi sur les aspects valeurs nutritionnelles et tout ça. L'agriculture, l'alimentation, c'est la santé, c'est notre environnement, c'est le retraitement des déchets, le retraitement de l'eau, du coup le poids de la santé. Donc, et on peut se dire, si on se nourrit mieux, si on consomme mieux, normalement on devrait avoir des dépenses de santé qui baissent, peut-être un coût de retraitement de l'eau, tu vois, et de se dire, peut-être que ça coûte moins cher, mais là on va dépenser moins, et globalement pour les Français et pour les équilibres, en fait, on va se retrouver. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une étude comme ça qui est capable de le dire ? En fait, tu vois, l'étude, elle est évidente. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Comment tu t'extrais du temps court pour penser le temps long. Évidemment. Voilà. Ouais. Et donc ça, l'étude, elle est évidente. Mais je sais pas, tu prends... oui, mais t'as pas eu de projection économique pour dire ça sera plus 100 000 en inflation sur la bouffe et moins 500 millions. T'as deux problèmes à ça. Mais je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis. Mais t'as deux problèmes à ça. D'abord, le problème, c'est pas de le démontrer, on le sait, mais je sais pas, tu prends par exemple les travaux de Pierre Veille sur la santé des sols, qui t'expliquent que la qualité de la santé humaine, notamment sur les oméga 6 et les oméga 3, dépendent directement de la nutrition des ruminants que tu as consommés après. Bon, directement, entre du pâture versus... du pâturage versus des tourteaux de soja venant du Brésil, directement. Bon. Avec donc des impacts sur ta santé qui sont énormes. Donc c'est pas à démontrer. Mais c'est quoi tes deux problèmes ? Ton premier problème, c'est un problème purement politique. C'est de dire, il faut assumer de dire qu'on ne paye pas assez cher notre alimentation. Mais il faut le dire. Mais qui le dit ? Moi j'assume, je le dis. On ne paye pas assez cher notre alimentation. Parce qu'on ne paye pas le prix de la protection de la valeur de l'environnement. C'est sûr que ce n'est pas très populaire. Non, mais pourtant, il faut le dire. Et quand je dis ça, je dis on ne paye pas assez cher, mais en même temps, on a des millions. Avant d'être ministre de l'Agriculture, j'étais ministre de la Ville et du Logement. Ouais. Et c'est un engagement politique très fort chez moi. Donc j'ai plus que conscience de la difficulté. Mais en fait, c'est pas en dégradant la possibilité de nos agriculteurs pour protéger l'environnement qu'on va rendre service à quiconque. Donc il faut se dire, assumons de payer plus cher notre alimentation et en parallèle, accompagnons ceux qui ne peuvent pas la payer à ce juste prix. Donc tu as un premier problème qui est politique. Tu as un deuxième problème qui est toute personne normalement constituée, confère mon exemple du poulet, quand il voit 2 poulets sur les étals d'un supermarché et qu'il y a un prix qui peut différer de 50, 60 ou 100% et que tu vois pas, parce que tu n'en as pas un qui est marqué attention, c'est dégueulasse, tu as des antibiotiques de croissance dedans, toute personne normalement constituée
Et comme ça se ressemble beaucoup, bah voilà, on peut pas leur tenir rigueur. Et là, c'est vachement compliqué parce que tu dis, on a qu'à mettre du labelling, enfin, voilà, les labels. Mais en fait, il y a déjà tellement de labels, trop de labels tue le label, tu vois, tu t'y perds dans les trucs. Ouais, puis en plus, tout le monde cherche à contourner le label parce que Exactement. quelque part, aujourd'hui, on va mettre du tricolore sur un produit. Exactement. Qui, matière première arrive, c'est pas la bonne, mais a été transformée en France. Donc, du coup, toi, il y a un petit tricolore, c'est transformé, mais du coup, t'es un peu trompé. Exactement. Et alors là, on a passé pas mal de décrets de réglementation pour améliorer, mais moi, ma conviction, c'est qu'en fait, c'est pas par le label qu'on y arrivera. Moi, je pense qu'il faut être radical là-dessus, d'où les clauses miroirs, d'où l'interdiction d'importer ces produits, mais avec cet effet inflationniste. Donc, pour répondre à ta question, il faut avoir, le courage politique de dire, on paye pas notre alimentation assez cher, notre alimentation a une valeur, et d'abord nutritive, et ensuite environnementale, une seule santé. Et le deuxième point, c'est dire, pour lutter efficacement contre ça, il faut interdire de faire entrer des produits dégueulasses, c'est-à-dire des produits qu'on n'aurait pas le droit de produire nous-mêmes. Et c'est évidemment plus complexe que ça, parce qu'il y a plein d'éleveurs qui nous écoutent et on voit la dépendance qu'on a encore aujourd'hui de l'Amérique du Sud sur les tourteaux. Soja, Exactement. Donc c'est pas aussi évident. Tant qu'on l'a, on développe pas. Exactement. Et en fait, sur un pas de temps court, si on fait des changements, ça fait un trou Exactement. d'air. Mais en même temps, si on ne cache pas la mécanique, elle ne changera jamais. Exactement. Et ça, moi, je pense que c'est un très beau projet de société. C'est ce qu'on essaie d'expliciter d'ailleurs dans ce voyage qu'on fait avec Eric Orsena, Nourrir sans dévaster, pour expliciter la chose, en disant c'est un projet de société. Et après on dit, et on voit, comme ça doit être un projet de société, on voit par exemple, c'est hyper intéressant, le lien entre le logement et l'agriculture. Probablement, le pire ennemi du monde agricole, ça a été le logement. Pourquoi ? Parce que en l'espace de 30 ans, dans le pouvoir d'achat, dans le portefeuille, c'est le logement qui est arrivé premier. D'ailleurs, c'est rigolo d'avoir passé par le logement et le ministère de l'Agriculture, mais ça, c'est pour la blague. Mais effectivement, c'est celui qui a pris toute la place, la majorité de la place dans le portefeuille. Et donc, on dit, tu vois, de mémoire, ces 30 dernières années, on a divisé par 2 la part de l'alimentation dans notre budget, au moment où les coûts du logement explosaient. Et c'est aussi, donc ça, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à l'agriculture, c'est d'avoir des politiques de logement qui permettent de le rendre plus accessible et de baisser la pression qu'on a dans nos portefeuilles, chacun vis-à-vis du logement. Et après, l'autre point qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que le lien, pour recréer ce lien, faire accepter la valeur de l'alimentation, enfin de l'agriculture, des produits agricoles, en fait, il faut parler alimentation, il faut parler nutrition. Souvent, on me demande, évidemment qu'il faut rapprocher le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Et moi, je réponds, non, il faut rapprocher le ministère de l'Agriculture du ministère de la Santé. Ouais. Parce que l'alimentation, c'est la santé. Ouais. Exactement, comme disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. C'est ce qu'on mange, Et si on fait ça, c'est justement pour redonner la valeur à l'alimentation et que chacun comprenne que, en fait, la première des actions pour prendre soin, le premier acteur dans la chaîne alimentaire qui peut prendre soin de ma propre santé, c'est l'agriculteur. Et ça, c'est aussi peut-être lié à notre philo. Alors, on va partir dans des trucs... souvent, moi, je compare par exemple, moi, je fais de l'agriculture de conservation. Et souvent, on change un peu de mécanique et souvent, on parle de l'agriculture, de la médecine, l'esprit de la médecine asiatique en disant, tu fais tout pour être en bonne santé. Donc, dès le départ, tu manges, tu fais gaffe à ce que tu manges et compagnie. Et puis après, ça va pas, on trouvera des solutions pour se soigner. Nous, on fait tout pour arriver à se soigner, sans se poser peut-être la question en fait de l'alimentation au départ. Et j'ai l'impression que c'est notre état d'esprit qui est comme ça, où on met pas l'alimentation au cœur de notre santé. Mais bon, exactement. C'est peut-être un autre sujet, mais c'est aussi un énorme sujet d'éducation. Ouais. Tu vois, la saisonnalité des produits a complètement disparu, mais complètement disparu. Quand tu vois le pourcentage d'une vache qui finit en steak haché, dans les cantines, c'est quand même le culte de la boulette. Tu vois. Quand tu vois c'est une anecdote qu'on raconte dans le bouquin aussi, l'histoire du cordon bleu. C'est un truc de dingue, parce que le cordon bleu, c'est vraiment un truc de dingue. Le cordon bleu, avant, c'était la plus haute distinction. Avant que Napoléon ne crée la Légion d'honneur, en fait, c'était le cordon bleu.
Et donc les grands nobles rêvaient d'avoir le cordon bleu qui était l'équivalent de la plus haute distinction donnée à l'époque par la royauté. Et Napoléon crée la Légion d'honneur. Mais donc déjà, il y a une historique sur ce nom. Et aujourd'hui, le cordon bleu, c'est quand même la quintessence du produit transformé, même si... Ouais. Alors, la dernière fois, j'avais dit ça, j'ai reçu des courriers en disant « Oui, mais aujourd'hui, on fait des trucs beaucoup mieux, etc. » Certes. Ouais. Mais le truc le plus incroyable, c'est donc, sans porter atteinte à ceux qui font aujourd'hui, je ne doute pas qu'ils ont essayé d'améliorer significativement la chose. Quand tu prends, toi, t'es plus jeune que moi, t'as pas connu cette pub, mais moi, ma génération, au milieu des années 90, on a une pub qui vante le cordon bleu. Et c'est le loup de Tex Avery qui tombe amoureux, non pas de Betty Boop, mais du cordon bleu. Et donc, il a la langue qui pend, etc., et qui tombe en amour. Et en fait, la pub commence par pour que papa et maman n'aient plus de temps à perdre avec la cuisine traditionnelle. Ah bah ça veut tout dire déjà ça. Ça veut tout dire. Et t'es au milieu des années 90. Ouais. Et donc en fait, si tu perds ce lien avec ton alimentation, les logements, on en parlait, aux États-Unis, t'as aujourd'hui des annonces où il n'y a plus de cuisine dans les logements. Parce qu'en fait, pourquoi dépenser 8 mètres carrés d'achat d'une cuisine ou de location alors que tu peux te faire livrer par les dark kitchens ? Ouais. Et ça, pour moi, c'est jamais on arrivera culturellement à redonner de la valeur à l'alimentation si... Oui, c'est clair. Exactement. Avec un schéma comme ça, c'est impossible. Et donc ça, nous, c'est culturel. Enfin, je veux dire, en France, le repas est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le repas, parce que c'est... moi, j'ai été élevé comme ça. Le repas, c'est un moment de communion. Pas au sens cultuel, mais c'est de partage. De partage, ouais. Et de bons produits. Exactement. Et ça, nous, on est fait comme ça. Mais si tu perds ça, tu perds toute relation avec l'alimentation. Et plus tu perds de relation avec l'alimentation, plus l'alimentation n'est perçue que comme une commodité. Et ceux qui les produisent, en fait, c'est juste, tu fais un truc mécanique. En fait, non. Voilà. Du coup, j'enchaîne avec les questions des agriculteurs. Bonjour Monsieur de Normandie, je me présente, c'est Thomas, je suis entrepreneur dans l'Eure et du coup j'avais une question pour vous. Je me demande pourquoi, une fois que vous êtes en place au niveau du gouvernement, les choses prennent autant de temps à les changer pour améliorer le quotidien des agriculteurs. Merci à vous. Alors bon, il n'a pas entendu toute la première partie de ta réponse avant, mais c'est son constat vu de loin. Et puis moi je suis le premier à avoir ces frustrations. Après, il faut... il y a plein de sujets. En fait, ça dépend de la difficulté du sujet. Tu as des trucs où tu peux changer très vite les choses. Bon, je prends un exemple. On a mis en place, dans le cadre de France 2030, des guichets pour donner des aides aux agriculteurs pour l'acquisition de matériel, de précision... Ouais. De conservation des sols, d'innovation, etc. Ouais. Et là, on a décidé de changer les règles pour faire, moi je disais à mes équipes, je vais faire une sorte de catalogue La Redoute, où en fait, on arrête avec les 12 000 dossiers qu'il faut faire, etc. etc. Effet immédiat, on a saturé les guichets en... Toujours très vite, hyper vite. Ça, tu sais faire, c'est rapide. Bon. Quand tu fais la question du prix qu'on évoquait, c'est quand même méchamment plus long. Méchamment plus long parce que ça a été c'est une folie française, mais de manière générale, c'est qu'on a inclus tellement de trucs dans la loi que, en fait, aujourd'hui, t'as la loi que tu dois modifier. Modifier la loi, c'est un grand parcours. C'est institutionnel, hein, mais c'est pas un décret, donc c'est pas le ministre qui prend un texte tout seul, c'est d'abord déposer ton projet de loi au Conseil d'État, ensuite le présenter à l'Assemblée nationale, ensuite le faire partir au Sénat, ensuite... Et donc tu as un temps institutionnel qui est très long. Est-ce que cette lourdeur-là, c'est administrative c'est pas ça en fait parce que même c'est pas administratif, je te coupe, mais tu sais, moi j'ai travaillé dans la fonction publique avant de faire de la politique et puis j'en suis un usager comme toi, etc. Je connais pas beaucoup de fonctionnaires qui aiment se faire engueuler parce que la personne en face est hyper frustrée parce que ça va pas assez vite.
C'est pas une volonté administrative de rendre les choses lentes. Alors après, je dis ça de manière générale, et moi je l'ai vu au ministère de l'Agriculture, qui plus est au ministère de l'Agriculture, t'as quand même beaucoup de gens qui sont des passionnés, eux aussi, du vivant de l'agriculture. Et donc ils sont pas là pour faire traîner les choses. Mais bon, t'as quand même un système où à la fin des fins, c'est épuisant, c'est lent, c'est des batailles. Et puis après, tu as aussi des batailles parce que voilà, faut convaincre tout le monde, y compris dans un gouvernement, ne partage pas tes vues. Hein. Donc il faut convaincre, il faut se battre, il faut rien lâcher jusqu'à la fin. Et ça, c'est au niveau national. Et après, au niveau européen, tu as aussi là qu'on fait une revue de la politique agricole commune. Ça prend des mois et des mois, voire encore plus. Donc oui, il y a une espèce de chemin de transformation qui est perçu comme très lent. Parfois, c'est possible de l'accélérer. Parfois, il y a des temps incompressibles, celui des institutions. Et est-ce qu'il ne faut pas un grand choc façon... Alors c'est très violent, mais façon Elon Musk en tout cas, qui dit qu'il va, comme quand il l'a fait dans Twitter, il va couper un bon coup. De toute façon, ça va permettre de simplifier beaucoup de choses, de fait qu'il y ait moins de personnes, qui réfléchissent. Est-ce que ça donnerait pas de l'air ? Parce que souvent, c'est ce qu'on peut dire. L'agriculteur, il se dit « Ah non, mais tu vois, tous ces mecs de bureau, pendant ce temps-là, ils réfléchissent. » Alors que bon, des fois, il faut être pragmatique, et on les paye à réfléchir. Ça rallonge en fait la mécanique. Est-ce que ce raisonnement bête, simpliste, on va dire... T'as des trucs qui sont horripilants. En termes d'usage, t'as des trucs qui sont horripilants. Mais vraiment horripilants. T'as des trucs qui ont été mis en place et que personne ne perçoit. Il y a par exemple le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, moi, c'est un projet qui était hyper important pour moi. On l'a introduit au niveau national. On a même réussi à le faire au niveau européen sur la politique agricole commune. C'est le nombre de JA qui sont venus me voir en me disant on doit rembourser toutes les années qu'on a perçues parce qu'on s'est gouré dans tel truc. À la fin, ça me rend dingue. Ouais, bon. Tu peux même imaginer, moi je sais qu'entre agri, des fois on disait de toute façon, ton aide, là, considère que c'est une avance de trésorerie. Tu la rembourseras au bout des 5 ans, mais au moins, ça t'a fait une avance. Exactement. Alors que bon, c'était pas l'objet. Donc, ça, c'est des trucs qui m'horripilent. Parce que c'est de la bêtise. Donc, tout ce qui doit être corrigé parce que c'est de la bêtise, il faut le faire. Et il faut renouer ce contrat de confiance. Tu as un deuxième sujet qui est un sujet quand tu as un silo, quand tu as des ministères qui travaillent en silo, là, t'en viens à des absurdités totales. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai beaucoup bossé sur la question de l'eau. Et pourquoi ? Parce que j'ai conscience que c'est probablement l'un des sujets les plus importants. Mais deux, parce que j'ai quand même fait le constat, en arrivant au ministère, que le nombre de personnes... Donc le ministère, tu as 15 000 fonctionnaires au ministère et 15 000 fonctionnaires à l'enseignement agricole. Sur les 15 000 fonctionnaires au ministère, j'ai dit, mais il y a combien de personnes qui bossent sur l'eau, nos experts sur l'eau ? 5. J'ai dit, c'est pas possible, les gars. Et mesdames, c'est pas possible. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la pensée sur l'eau était partie au ministère de l'Environnement. Mais là, on crée des absurdités avec des pensées où tu peux pas travailler de concert si toi-même tu ne peux pas développer ta propre pensée. Et on arrive à quoi ? Typiquement, tout le monde crie au scandale quand tu as une inondation et ton fossé, tu peux pas le curer. Bon. Toute personne qui connaît un peu le territoire sait très bien que si un fossé, il est aussi fait pour être curé. Et c'est pas ça doit se faire en bonne intelligence, etc. Ou de la même manière, moi je suis un amoureux des haies. Je pense que toi aussi, vu ton amour pour l'agriculture de conservation des sols, en fait, tu as un truc de dingue quand tu dis tu ne peux pas du tout gérer ta haie comme tu le veux, avec des dates où tu dois couper élaguer à tel moment, etc., etc. Et d'ailleurs, à la fin des fins, si tu as dans cette haie un arbre qui t'appartient et qui tombe sur la route et tu as un accident, c'est pour ta pomme. C'est dingue. Bon. Et donc tout ça, oui, il faut continuer. Ça fait partie des chocs qu'il faut continuer à faire. Moi, c'est un regret, d'ailleurs. Pendant mes 2 années, on n'a pas ouvert le sujet de la simplification. Pas par flemme, pas parce que... Parce qu'il est compliqué. Non, parce qu'en fait, on avait d'autres sujets sur la table et on ne pouvait pas tout faire. On l'avait fait dans le cadre de la PAC, mais voilà, pas du tout à la hauteur. Et après, tu as un troisième volet, confère ce que tu dis sur Elon Musk,
Moi, je crois pas pour le coup à une absence de règle totale. Tu vois, quand on parle de la valeur des choses versus le coût, comment tu retranscris la valeur ? Si tu n'as aucune règle qui te dit déforester, c'est pas bien, faire... moi, je suis un amoureux de la conservation des sols, je suis un amoureux du sol. De dire, si tu fais de la conservation des sols, tu as une protection de l'environnement qui est autre que si tu fais que du conventionnel. Comment tu le retranscris si tu n'as pas de règles pour le faire? Tu vois, comment tu le retranscris? C'est impossible. Dans ce cas-là, tout déréguler, comme propose Elon Musk, ne fait que deux conséquences. À fond vers la compétitivité coût. Et donc on continue à entretenir en fait ce que tu dénonces juste avant. Exactement. Donc ça, c'est ta première conséquence. Ta deuxième conséquence, c'est la loi du plus fort. Et pourquoi ? Parce que la compétitivité coût, c'est d'abord de l'économie d'échelle. Et donc ça, moi, je suis contre. Donc je pense qu'il faut, oui, à la réglementation. C'est pas un gros mot, surtout quand la réglementation est à même de te faire retranscrire la valeur des choses. Mais il faut être intelligent dans la réglementation. Ouais. Toute réglementation doit être testée. Moi, ce que je disais à mes équipes, avant de réformer un dossier PAC, s'il vous plaît, remplissez vous-même un dossier PAC. Faites-le, pour qu'on se rende compte. C'est clair. Ouais. Et là, t'as des marges t'as plein de trucs. Et encore une fois, je plaide coupable parce que c'est un dossier et pas du tout... moi, je me souviens, à un moment donné, on a sollicité toutes les organisations en leur disant, mais si on pouvait faire 10 mesures de simplif chacune dans vos secteurs, dites-les nous. Et on avait commencé un peu, mais pas du tout à l'ampleur de ce qui est apparu après. Mais pas parce qu'on se roulait les pouces, c'est juste qu'on avait d'autres sujets en priorité au-dessus, quoi. Ouais. Donc en fait, le grand soir, faut faire attention. En fait, c'est comme tout dans la vie, il faut partir de l'utilisateur. Le rôle d'un politique, c'est d'avoir une vision et de soucier de l'utilisateur. Et c'est ça qui est hyper... pardon parce que je suis long, mais c'est un truc moi, qui m'avait beaucoup interrogé. On m'avait dit, mais en fait, est-ce que tu es le ministre de l'agriculture ou des agriculteurs ? Et on me disait, il faut choisir. Ah ouais Et en fait, moi, je pense que le ministre, il doit avoir une vision. Là, tu rejoins. C'est quoi notre vision pour l'agriculture et les agricultures européennes et françaises dans les prochaines décennies ? Et on peut en parler des heures, sur le rôle de l'export, sur la géopolitique de l'alimentation, sur les conséquences du changement climatique, etc. Et ça, un ministre qui n'a pas de vision, mais enfin, il n'est pas à sa place. Et en même temps, son souci, ça doit être le quotidien des agriculteurs. Ouais. Et l'un, confère le temps, l'un ne doit pas empêcher l'autre. Mais c'est dur de concilier les deux, mais il faut le faire. Et du coup, au début de ton mandat, on dit mandat, c'est pareil. Ouais. Justement, tu avais sollicité les filières pour que dans les plans filières, je crois, pour les inviter eux aussi à réfléchir et te donner la copie. Exactement. Est-ce que quand tu as demandé ça les a perturbés? On dit on nous demande jamais notre avis, ou est-ce que c'était commun? Est-ce qu'ils ont été capables de te donner une copie rapide? Alors t'en as qui l'avaient fait, t'en as qui étaient même en avance. En gros, on l'avait fait pendant le Varenne de l'eau et du changement climatique. Ouais. On avait dit, on va prendre un certain nombre de mesures pour définir une pensée en commun sur l'eau, déjà, en associant et le monde de la gestion de l'eau, et le monde agricole, et les scientifiques, et les utilisateurs, etc. Et après, on avait dit, moi j'ai toujours eu une position, je pense qu'il faut remettre beaucoup de rationalité dans le sujet de la gestion de l'eau, mais beaucoup de rationalité. Et on avait dit, mais si ça, c'est remettre de la rationalité, c'est-à-dire est-ce que l'eau de ruissellement peut être captée quand ta nappe phréatique est pleine, ton sol est gorgé d'eau? À l'évidence, oui. Mais à l'inverse, est-ce que ton eau de ruissellement, elle ruisselle énormément parce que tu as un sol qui ne peut plus, alors que ta nappe... qui peut plus l'intégrer. On a une part de responsabilité. Ouais. Et même... si l'eau ruisselle, on sait que ça va être une denrée rare, indépendamment du fait que la quantité d'eau sur Terre reste la même. C'est le moment où elle arrive, etc. Ça veut dire que à meilleure gestion doit être aussi associé meilleur effort quant à l'utilisation.
et des efforts d'ailleurs, enfin, quand tu reprends les quantités d'eau consommées aujourd'hui Oui, versus bien il y a sûr, en 30 ans, irrigation, c'est beaucoup plus mais c'est vachement vertueux aujourd'hui exactement. que 20 Mais ans. ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut pas. Mm. Et surtout, j'avais dit, tout ça, on le fait, mais en même temps, il faut se poser aussi les bonnes questions sur le long terme. Quelle adaptation des cultures sur les territoires comment on va faire sur certains territoires. Genre, la sécheresse de 2022, c'est l'équivalent du climat moyen de 2050. Elle prend la production de maïs dans un certain nombre de territoires au sud-ouest de la France, où on sait que c'est les grandes régions de production de maïs, ouais. Et pour autant, ça n'était plus... Enfin, à l'époque, en 2022, ça n'était plus rentable. Sur cette année-là, qui va être la moyenne de 2050. Comment on fait, tu vois, ça, ces questions, on doit se les poser maintenant, d'où les plans de filière. Mais ça, moi, je suis persuadé que les acteurs, ils sont hyper enclins. Enfin, ils se partagent tout ça. Mais en revanche, l'État doit être là pour aussi accompagner pour cet et l'État, il doit être là pour accompagner. Et le problème, c'est qu'on a des changements de ministres aussi un peu régulièrement. Ouais. Ce qui m'amène une question où moi, il y a un truc que je trouve assez fou. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a un président qui est là depuis un certain temps. Et on a, si on regarde que les ministres de l'Agriculture, on a eu différents ministres avec des à-coups et des politiques différentes. Et quand tu regardes les choses, tu te dis, je comprends pas, il y a un patron qui est en haut, cette vision, elle devrait au moins être partagée par le patron, ou alors donnée au patron, entre guillemets, pour les équipes qui doivent bosser dans les ministères. Et peu importe, en fait, les équipes qui arrivent, les gars, je vous redonne le brief, si vous devez aller dans ce sens-là. Or, ça donne pas cette impression. D'ailleurs, même quand on discute, là, on sent quelqu'un qui a une vision très claire. Mais depuis toi, il y a des gens qui sont passés et il y a quand même un peu de géométrie variable, quoi. Alors, je comprends pas le boss, là, le président. Est-ce qu'il apporte aussi cette vision ? Est-ce que tous les dossiers que tu lui as donnés comme ça sur son bureau, sur l'agriculture, est-ce qu'il les a mis au placard ? Moi, j'en ai... du fait de ma proximité avec lui, j'en ai beaucoup discuté. Et la souveraineté agricole, il l'a chevillée au corps maintenant. J'ai aucun doute là-dessus. Après, un président, il préside. Et un gouvernement, il gouverne. C'est hyper différent. Donc le président, il doit donner le là. C'est-à-dire qu'il doit dire, moi je veux la souveraineté agricole pour mon pays. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, sur la scène internationale, les Russes utilisent l'arme alimentaire. Oui, clairement. Parce que je considère qu'il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Parce que, pour le citer, qu'on fait pendant la crise du Covid, il serait folie de déléguer notre alimentation à autrui. Parce que c'est une partie de notre identité. Parce qu'un pays sans paysans n'est pas un pays en langue française. Parce que c'est nous. Voilà. Et donc, le président, il doit être là pour donner le cap. Ensuite, le gouvernement, il doit mener les politiques votées par le Parlement et sous le contrôle du Parlement. Et c'est là où tu peux avoir des différences dans la méthode, dans la vision. Et quand... alors, ça dépend si tu as la majorité ou pas la majorité à l'Assemblée, mais ce qui aujourd'hui est plus compliqué. Mais à la fin, celui qui vote la loi, c'est le Parlement. Donc le président, il préside, il donne une vision. Le gouvernement, il doit mettre en place ses politiques. Il doit trouver les voies et moyens pour atteindre cela. Et quand à la majorité et qu'un Premier ministre et un président trouvent que le ministre ne fait pas bien son job, le ministre il doit partir. Moi je trouve que c'est normal, tu es redevable. Et donc, voilà, après une fois qu'on a dit ça, oui, je comprends, c'est épuisant parce qu'on se dit, en fait, ça change à chaque fois. Et puis, même quand tu dis ça, des fois, tu as des postures, tu dis quand même, on ne sait pas si toujours la souveraineté alimentaire, elle est toujours autant défendue, ou on peut le dire comme ça, mais avec des actes. Justement la question de Benjamin. Bonjour Monsieur de Normandie, je voulais savoir si vous auriez agi autrement que ce qui a été fait à Bruxelles pour les accords du Mercosur. Et surtout, si en tant que ministre de l'Agriculture, vous auriez pu changer quelque chose ou c'était pas du tout de votre ressort.
Typiquement, sur le sujet du Mercosur, on nous dit, on défend, il faut défendre la souveraineté. Or, ce dossier-là, des fois, il n'a pas été amené justement à l'Assemblée pour qu'il en discute tout le temps. Les clauses miroirs, se bagarrer. Voilà. Est-ce que du coup, par rapport à ce que dit Benjamin, est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre façon de le faire et est-ce que toi, tu aurais abordé les choses différemment? Le Mercosur, c'est une honte. C'est vraiment une honte, cet accord. Et là, pareil, il faut rentrer dans la complexité des sujets. Cet accord est une honte. Mais en tant qu'anti-poulet brésilien primaire, c'est pas étonnant. Après, moi, je suis pour les accords. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, de ton mandat, parce que ça fait 20 ans qu'on discute sur cet accord-là, il était déjà sur la table. Mais il n'était pas du tout dans les instances de décision. Non. T'as des fonctionnaires qui travaillent, mais tu n'as aucune instance de décision. L'Europe, tu as des commissaires. Tu as des commissions qui travaillent, et après, tu as les deux législateurs, parce qu'il y a deux législateurs, soit le Conseil, soit ou le Parlement, en l'occurrence, et le Parlement, Conseil et Parlement, qui sont saisis. Et c'est là où toi, tu peux intervenir. Mais le Mercosur, c'est véritablement une honte. Mais pour autant, moi, je suis pour les accords, de manière générale, tout simplement parce que je reprends mon truc sur compétitivité valeur versus compétitivité coût. Le seul moyen de remettre de la valeur, c'est d'avoir des règles dans les échanges. Tous ceux qui disent, en fait, il faut arrêter tous les accords parce que ceci, parce que cela, se bourrent. Si tu n'as pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu continues à commercer, sauf que tu as des droits de douane. Mais donc, les gars en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de manière encore plus dégueu pour être encore plus compétitifs et ingurgiter les droits de douane que tu as mis en face. Donc ça règle en rien le problème. Ouais. Les accords... Creuse l'écart même. Exactement. Plutôt. Les accords, ça permet de fixer des règles. Bon. Une fois que j'ai dit ça, moi je suis vraiment très opposé au Mercosur. Est-ce que tu peux agir différemment? La France s'est opposée. Le président est vent debout contre le Mercosur. Est-ce que tu peux... comment on aurait pu faire différemment les choses? D'abord, ça doit rentrer maintenant en discussion au Parlement et au sein du Conseil des ministres. Il faut tout faire pour le bloquer. Tout faire pour le bloquer. Il faut que tous ceux qui peuvent influer sur les députés européens se lèvent et aillent dire aux députés européens « Mais comment vous pouvez accepter un truc pareil ?» Il faut se battre là-dessus. C'est des rapports de force. Et alors vous allez avoir les Allemands qui disent « Ouais, mais nous, on veut de l'accord du Mercosur parce que... » On a de l'industrie. Exactement. On préfère saccager nos agriculteurs, mais vendre nos bagnoles Mercedes. C'est aussi basique que ça. Il faut se battre. Il faut aller convaincre. Ouais, mais c'est un peu naïf de se dire, mais c'est pas grave, à ce moment-là, on a des règles. Pareil, si on prend les voitures chinoises, quand elles viennent en Europe, il y a un cadre. Si elles ne répondent pas à cette norme-là, elles ne rentrent pas sur le marché. Mais surtout, c'est ce que fait Trump. Trump fait exactement ça aujourd'hui. Pour le coup, oui. Et en fait, sauf qu'il le fait de manière brutale et sans un sous-jacent qui est justement ne pas accompagner tout le monde vers le haut en disant « Moi, j'ai aucun problème à importer un produit du Brésil, mais si, seulement si... » Il respecte le cahier des charges que j'impose sur mon territoire. Exactement. Ça paraît tellement évident que tu te dis « Mais pourquoi ?» Mais parce que tu as 2 siècles de pensée économique depuis ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs, Adam Smith, Ricardo et tout, où tu as des pays qui ont fondé leur compétitivité sur la destruction de l'environnement, comme aujourd'hui le Brésil sur l'agriculture et d'autres pays. Et en parallèle, des pays très libéraux, comme l'Allemagne, qui disent « Moi, si j'impose la moindre règle chez moi, ils vont m'en imposer là-bas, et donc je pourrai plus vendre mes machines à outils et mes bagnoles. » Et en fait, le drame, c'est que la réalité, le modèle allemand qui a tellement fait rêver ces dernières décennies, on s'est rendu compte qu'ils dépendaient du gaz russe et qu'ils n'avaient aucune alternative, qui dépendaient de la croissance de pays qui deviennent de plus en plus protectionnistes, les USA et la Chine, et ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Et là, qu'est-ce que vous faites quand vous avez le bec dans l'eau? Est-ce que vous essayez de penser différemment les choses ou est-ce que vous creusez votre tombe? Il faut sortir tout le monde et qu'on arrête de creuser une tombe collégiale. Et donc là, par rapport à l'Europe, il faut avoir ces discours forts, et il faut se battre en rapport de force, et il faut dire, il ne s'agit pas de s'opposer à tout accord, il s'agit de repenser ce que doit être un véritable et bon accord.
Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais moi, j'ai eu des passes d'armes avec la commission sur les clauses miroirs, mais de dingue. Je suis hyper content parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de clauses miroirs. À l'époque, personne n'en parlait. On a commencé à en reparler aux manifestations de l'hiver Exactement. dernier. Mais et je suis trop content parce que je me souviens quand, je crois que c'était 2021 ou 2022, on se battait comme des diables sur les clauses miroirs. Et le seul truc, c'est que je le faisais, mais à Bruxelles. Je hurlais, enfin je faisais le rapport de force, mais à Bruxelles. Parce que il faut surtout pas tomber dans le truc où tout le monde est gentil à Bruxelles et ils reviennent ici et ils crient au scandale. Non, le rapport de force, il se joue là-bas, mais vraiment là-bas. Il faut changer des pensées économiques. Mais c'est un rapport de force. Et moi, je crois, je suis un éternel optimiste, mais je crois de toutes les manières que le salut de l'Europe ne peut venir que par cette compétitivité fondée sur la valeur. C'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai pour toutes les chaînes industrielles. Parce que sinon... les défendre et qu'on en est encore sur nos territoires. Exactement. D'autant plus dans un monde qui doit se reposer des questions sur sa consommation de l'énergie, sur son poids carbone. Voilà. Sujet qu'on n'aura pas abordé parce qu'on est bientôt arrivé à la fin. Je te propose de passer à la dernière séquence, qui est la séquence Confession Cornichon. Je te pose des questions. L'idée, c'est d'être un peu direct dans les réponses, parce que sinon, on va dépasser complètement le timing. Et puis, si jamais la question, elle est vraiment trop dérangeante et que tu ne veux pas y répondre, il faut manger un cornichon. Voilà, c'est un peu le gage des trucs. Donc, il y a des questions qui sont plus ou moins directes. Quel était exactement ton revenu mensuel quand tu étais au ministère de l'Agriculture ? Alors, tout est public. Et moi, ce que j'avais après prélèvement à la source, donc ça diffère parce que c'est en fonction de... C'était un tout petit peu plus de 7 000 €. Très bien. Bonne et réponse. pour les calculs des uns et des autres, c'est avec 4 enfants. Comme ça, vous pouvez faire les... Chacun mettra un commentaire, dire « Oh bah toi, c'est bizarre ». Mais tout est public. Ok, bah oui, en plus. Selon toi, quel est le parti politique le plus déconnecté des réalités du monde agricole ? Le Rassemblement national. Parce que... Pourtant, il joue sur ce discours il faut payer les produits au bon prix. Mais parce que c'est du populisme pur et dur. Et moi, ça me rend malade de voir à quel point on sent que le Rassemblement national monte dans le monde agricole. Et pour 2 raisons. D'abord parce que le Rassemblement national, c'est du populisme. Mais de plus en plus, l'extrême gauche sont dans le populisme aussi. Sur ce populisme, ils sont très 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 forts tous les deux. Et en fait, le problème de fond, c'est que le populisme, encore une fois, c'est le temps court. Et donc, c'est jamais appréhender la complexité des choses, jamais appréhender le temps long. Et en fait, c'est prendre tout le monde pour des cons. C'est facile de dire ça, mais c'est sans imaginer la mécanique qu'il faut pour y aboutir. Exactement. En fait, c'est facile de détruire. C'est hyper facile de détruire. C'est beaucoup plus dur de construire. Et la deuxième raison, c'est quand tu es un anti-européen, c'est que tu n'as rien compris aux enjeux de l'agriculture. Parce que l'agriculture, croire que ça ne sera pas un enjeu européen est une immense erreur. D'abord, le marché commun, évidemment. Mais en plus de ça, quand tu vois ce que font les Russes, j'étais en Ukraine il y a 1 an et demi, quand tu vois ce que font les Russes sur la scène internationale, quand tu vois ce que faisaient les États-Unis, c'est un ancien vice-président américain qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait dit « Prenons l'alimentation comme arme de guerre et de soumission des autres peuples ». Et il le disait publiquement. Et que l'aide alimentaire américaine fait partie de cette politique. Et donc, en fait, si on se dit... Et tous les enjeux liés aux transformations, au changement climatique, à la valeur, la compétitivité valeur, tout ça, c'est des enjeux européens. Mais pareil, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Moi, ce que je déteste, mon plus grand combat en politique, ça a toujours été de lutter contre le simplisme et dire, mais oui, c'est dur, c'est complexe, mais on peut y arriver en bossant. Avec de l'honnêteté intellectuelle et en bossant. Mais en fait, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, quoi. Faut oser ça. Si tu étais président de la République, tu choisirais qui comme Premier ministre ? Voilà, ça c'est vachement dur. Faut se projeter si jamais tu es président un jour. J'y ai jamais pensé. Du coup, Jean-Baptiste, on fait 2 millions de vues.
Bon, ok, c'est une réponse, mais, Mais je veux on bien a, manger, on a, on a, hein, on a mais je suis raté, on a frustré failli. de On pas a... en manger. Voilà. Si tu pouvais réformer une seule institution liée à l'agriculture, laquelle tu supprimes ou tu transformes? L'OMC. Bah, pour faire le lien avec ce que tu as dit juste Exactement. avant, Et je pense que l'OMC, c'est donc l'Organisation mondiale du commerce. Ils sont très bons. Bravo à la maison Marc. L'Organisation mondiale du commerce, ils n'ont rien compris ce qui se passait. Il faut réformer de fond en comble. Et en fait, tu as un cercle vicieux aujourd'hui où quand, par exemple, la France dit à l'Europe il faut changer telle ou telle règle, l'Europe dit ouais, mais c'est la faute de l'OMC. ouais, ça rentre pas dans les boîtes, ça rentre pas dans les C'est pas la cadres. boîte, la fameuse boîte verte, etc. Ouais. Et l'OMC dit mais attention, les Chinois vont réagir comme ça, les Américains vont réagir comme ça, etc. Typiquement, les protéines végétales. Mais plein d'autres sujets. Et donc, s'il y a une instance à réformer, c'est l'OMC. Alors, sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais on a souvent entendu parler de McKinsey comme agence de conseil, a été impliqué dans des projets gouvernementaux. Est-ce qu'il y avait véritablement un rôle, est-ce que McKinsey a eu véritablement un rôle sur les sujets agricoles quand tu étais présent? Non, mais par exemple, non, pas du tout, j'en ai pas du tout mémoire. En revanche, on a travaillé avec des bureaux d'études. Je te prends un exemple. Je crois que c'était Capgemini, si ma mémoire est bonne, qui nous ont aidés dans la réforme du système de paiement de la PAC, l'ASP. Il me semble que c'était eux, ou un autre, il y en a, je sais pas, 5-6, voilà. Ils nous ont aidés pour accompagner les services du ministère dans la réforme des paiements de la PAC, parce que ceux qui se souviennent... Presque dans le système informatique, du coup. Mais c'est ça, dans le système informatique. Mais ceux qui se souviennent ce qui s'était passé lors de la réforme précédente, où il y a eu des impayés parfois pendant 2 ans, il était hors de question qu'il y ait le début du commencement d'un retard. Et c'est d'ailleurs, c'est même pas moi, c'était déjà en cours quand moi je suis arrivé de mémoire. Mais donc l'État s'est appuyé sur des personnes qui connaissent. Et donc là, c'était sur des outils techniques, informatiques, de conception, etc. En revanche, sur la stratégie agricole, non, moi, jamais personne ne m'a... j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup partagé avec plein de gens, etc. Mais alors, loin de moi l'idée de demander à quiconque de m'écrire ma feuille de route. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as été en désaccord frontal avec Emmanuel Macron ? Hormis le sujet de peut-être être Premier ministre. Ça va te paraître anecdotique, mais pour moi, c'est hyper important qu'on fasse la discussion qu'on avait. C'était pas le président lui-même, c'était d'ailleurs en conseil des ministres présidé par le président. On présentait les repas à 1 euro. Vous vous souvenez de cette politique où dans les cantines, tu as le repas à 1 euro. Et j'avais pris la parole en disant à tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler ça les repas à 1 euro, parce qu'on fait croire aux Français qu'on peut se nourrir avec 1 euro. Appelez ça les repas reste à charge 1 euro. Ce qui est très différent. C'est compliqué à vendre, mais du coup, mais au moins, toi, c'est c'était le vrai un truc message, sur la valeur des choses. Après, donc c'est un épiphénomène, c'est pas une source de désaccord profonde. Après, moi, j'avais cette chance je crois pouvoir dire que le président me faisait vraiment beaucoup confiance sur les sujets agricoles, et le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, aussi. Donc j'ai eu beaucoup de soutien. Et puis il y avait une majorité à l'Assemblée qui était là pour aussi faire passer des choses. Ouais, mais c'était une bonne majorité. Ouais, mais t'as des trucs qui sont compliqués, hein, tu vois, politiquement, qui n'étaient pas forcément évidents. Qu'on fasse ce que je disais tout à l'heure sur l'inflation, qu'on fasse le dossier des néonicotinoïdes, c'était pas évident, tu vois. Qu'on fasse des orientations que j'ai pu prendre, qu'on fasse ma bataille sur les clauses miroirs, ça a d'autres conséquences au niveau européen, qu'on fasse la réforme de l'assurance récolte. Pas dire que Bercy était sauté d'enthousiasme, etc., etc. Donc, t'as quand même c'était important, ce soutien aussi. Mais le soutien, c'est comme tout, c'est une confiance, ça se crée. T'as des rapports de force politique, mais t'as aussi comme dans toute entité, tu vois,
tu viens, tu as tes arguments, tu cherches à convaincre et à la fin, tu emportes le morceau ou tu n'emportes pas le morceau. Allez, je termine. Je vais te présenter juste des portraits de personnalités. Et en un mot ou une phrase, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu lui dirais de cette personnalité? La première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit, vous savez, les ministres passent, mais moi je reste. Ça donne le ton. Ça donne le ton. J'ai beaucoup de respect pour le chef d'entreprise, etc. Beaucoup. En revanche, je pense que cette notion de valeur versus coût, il deviendrait impérieux d'en reparler ensemble. Non, Mercosur. Quand vous parlez d'élevage, pensez prairie permanente. Et en fait, pensez sol. Moi, je pense que l'une des plus belles façons de réconcilier tout le monde, c'est d'avoir une approche par le sol. Le sol, en fait, c'est tout. C'est un individu, c'est une personnalité qu'on n'enseigne pas, personne ne se rend compte. Et on connaît encore très peu de choses sur le sol. Et tu sur sais les quelques chercheurs qui bossent dessus, ils disent en fait... les scientifiques disent qu'il y a 3 frontières biotiques, c'est-à-dire des frontières de l'inconnu. C'est les fosses sous-marines, c'est la canopée des forêts tropicales, et c'est le sol, en 3e frontière, c'est-à-dire la frontière qu'on ne connaît pas. C'est un truc de dingue. Le sol, on a appris à tout le monde que c'était rien. Tu prends une carte, les forêts sont en vert, les fleuves en bleu, les maisons en noir, le sol est en blanc. Voilà. Et le sol, c'est tout. Mais le sol d'un élevage, ces prairies permanentes, c'est les plus beaux sols qui puissent exister. Ça a une captation de carbone qui est même meilleure que le sol forestier. Et donc, il faut penser sol. Et en fait, toutes les prises de position sur les éleveurs, sur la viande, etc., pensez sol. Et écoutez ce que vous disent le sol. Et je suis pas sûr que le sol lui-même vous dirait ce que vous dites. Enfin, le sol est de bons conseils. D'ailleurs, c'est un truc, quand tu prends tout, tu vois, le sol, en fait, peut-être que ce qu'il a enfoui, il faut le laisser. Et ce qu'il nous donne, il faut l'utiliser avec parcimonie, mais il faut l'utiliser. Tu vois. Et en fait, si on avait réfléchi à ça, ben, peut-être qu'on aurait évité des énormes erreurs on aurait fait des choix dans différents. notre civilisation. Allez, dernier personnage, et il faut vraiment terminer. C'est d'actualité. N'oublions jamais que tout conflit armé sur Terre débute par des guerres commerciales. Et l'histoire nous l'a toujours montré. Et en fait, qu'aurait dit Donald Trump sur la déclaration de Robert Schuman? Robert Schuman, donc 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dit non seulement, pour que la guerre soit non seulement impensable, mais surtout impossible, nous allons créer l'espace économique. Voilà, la communauté du charbon et de l'acier. Et en fait, 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman et les pères fondateurs de l'Europe se disent, pour éviter la guerre, on va partager avec notre pire ennemi ce qu'on a de plus précieux. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait très bien que tout conflit débute d'abord par des considérants commerciaux. Et sous le parapluie d'une forme de protectionnisme, de priorité, etc., il y a probablement un risque majeur qui est de ne pas prendre en compte notre responsabilité collective de créer ces espaces de paix. Et il faut le faire, pareil, c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire, je dis ça, je pense que le commerce est quelque chose qui unit les peuples. En revanche, ça doit être un commerce qui ne crée pas une frustration en ce sens où il est fondé sur, d'un côté, des gens qui pillent l'environnement, de l'autre côté, des gens qui en font la protection, et au milieu, des produits qui sont vendus au même endroit. Donc il faut mettre des règles, donc il faut faire du commerce, mais y avoir des règles. Mais ça, c'est très différent. Cette position qui consiste à unir aussi par le commerce,
mais ce que les Américains appellent les Anglo-Saxons le level playing field, donc c'est-à-dire avec des règles de jeu en commun, versus de se dire on se retourne sur nous-mêmes. Voilà. N'oublions jamais ça. Les conflits armés ont, dans la grande majorité des cas, toujours commencé par les conflits commerciaux. Et Schuman et les pères fondateurs avaient vu dans l'Europe le moyen de lutter contre ça parce qu'on mettait ce que nous avions de plus précieux en commun. Je trouve que c'est vertigineux de courage à l'époque. Ouais, dans le contexte, il faut remettre dans le contexte. De courage. Et tu vois, aujourd'hui on se dit mais c'est vachement dur, vachement compliqué, tout ce à quoi on doit affronter. Enfin, quand tu vois ce que les pères fondateurs de l'Europe ont fait, c'est sûr. Oui, c'est dur. Enfin, c'est franchement moins dur que ce qu'ils avaient dû affronter. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de le faire. On arrive à la fin, merci beaucoup. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, mais c'est pas grave, tant pis, on se reverra peut-être. Dès qu'on a fait les 6 millions de vues, je crois. C'est ça, mettez les petits pouces et les likes. Donc merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à toi, bravo, franchement c'est trop bien de faire cette émission. Voilà, on essaye aussi d'envoyer de l'information pour le monde agricole qui suit notre communauté. On rappelle que tu as le livre Nourrir sans saccager que tu as écrit avec... Sans dévaster, sans dévaster, avec Eric Hersona, qui ressort en édition de poche. Voilà, c'est un bon bouquin à lire avec plein de belles choses. On a eu des extraits là dans notre interview. Merci beaucoup. Les amis, comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire qui vous voulez voir à la prochaine interview. Voilà, suivez-nous et au prochain Confession Cornichon.